Je suis Pierre Batelier, je suis doctorant ici à l'UQAM en sciences de l'environnement et je commence à m'intéresser, je suis au doctorat depuis le début de l'automne, à la question de l'acceptabilité sociale et au rôle particulier du gouvernement dans cette question sociale qui nous interpelle tous. Par ailleurs, je suis coordonnateur développement durable et chargé de cours à HEC Montréal et j'ai été personnellement impliqué beaucoup dans la mobilisation citoyenne sur le gaz de schiste et aussi un membre actif du collectif scientifique sur la question du gaz de schiste au Québec. Alors, ce que je propose de faire comme présentation aujourd'hui, c'est de vous dresser un court regard exploratoire. Comme je vous l'ai dit, je suis au début de ma démarche, puis c'est quelque chose qu'on va approfondir, mais voir quelles sont actuellement les approches, comment l'acceptabilité sociale est amenée par les différents acteurs dans le débat public aujourd'hui. Donc, évidemment, étant donné le temps alloué, je vais être assez rapide sur chacun des points. J'élargirai, on a parlé beaucoup de la mobilisation dans le domaine minier. Il faut savoir qu'on s'inscrit aussi dans un historique plus long de mobilisation récente dans les années 2000 qu'il ne faut pas oublier et aussi savoir que ces mobilisations contribuent à l'émergence de savoir-faire puis d'un certain pouvoir-faire, c'est-à-dire une confiance dans les citoyens qui peuvent avoir un impact et participer à des grandes décisions publiques. Et un autre aspect des mobilisations récentes étant aussi, dans les dernières années, le fait que d'une échelle de mobilisation très locale, on soit allé de plus en plus vers des échelles régionales et aujourd'hui des débats à l'échelle nationale. Juste aussi, ne pas oublier qu'on se situe dans une perspective plus large. J'ai mis un exemple sur les claims miniers au Canada et à l'international. L'exemple de Keystone, et même de manière plus large, ces questions d'acceptabilité sociale se posent aussi dans de nombreux contextes canadiens et à l'international. Alors, ce qu'on voit, c'est que ce terme-là de l'acceptabilité sociale est de plus en plus central. On l'utilise de manière souvent très explicite aujourd'hui, par exemple au niveau de la décision publique. Je vais vous donner des exemples des dernières grandes annonces, par exemple de notre gouvernement concernant certains projets. Donc l'acceptabilité sociale est vraiment utilisée comme un critère de plus en plus important. Aux prises de décision d'affaires, je vais vous montrer aussi comment de plus en plus on présente l'acceptabilité sociale comme une condition incontournable désormais de la gestion de projet. Aux revendications citoyennes, de manière explicite et implicite, souvent aussi dans les gestes, dans les demandes des citoyens, des fois on utilise clairement l'acceptabilité sociale. Parfois on va voir que les questions qui sont posées, en tout cas interpellent ou de manière indirecte posent la question de l'acceptabilité sociale et évidemment avec tout l'écho qu'on a de cette notion dans les médias. Donc oui, une notion de plus en plus centrale. Ce qu'on va voir, c'est que, par contre, elle est souvent peu définie et balisée. Je reprends, par exemple, une nivellation qu'utilise M. Hébert de l'Université Laval pour dire, bon, est-ce qu'on se réfléchit sur le niveau d'exigence de ce que devrait être l'acceptabilité sociale? Est-ce que c'est juste de persuader les gens, que les gens tolèrent une activité? Est-ce que juste le fait qu'ils ne conteste pas cette activité, c'est de l'acceptabilité sociale? Est-ce qu'une simple validation, c'est de l'acceptabilité sociale, la légitimité? En tout cas, c'est un exemple de réflexion qu'il faut avoir. Évidemment, c'est quoi les critères? C'est quoi un projet socialement acceptable? Les conditions, les limites, jusqu'où? C'est quoi les limites? À partir de quand on accepte ou on n'accepte pas un projet? Donc, généralement, des balises qui ne sont pas toujours définies très clairement. On a un angle managérial qui est très omniprésent, porté aussi par, je vais vous montrer, les acteurs économiques qui essayent, eux, qui occupent beaucoup l'espace sur cette notion d'acceptabilité sociale, et une recherche universitaire qui est assez riche quand vous fouillez, mais malheureusement très discrète, qui vient de différentes sphères, mais qui commence à, en tout cas, à s'intéresser à ces questions de ressources naturelles, plus particulièrement minières. Alors, en absence de balises, un des risques que je voulais dire quand même de manière préalable, c'est toutes les réductions, les simplifications auxquelles on a souvent droit ou que j'ai entendu récemment sur, bon, ben, l'acceptabilité sociale, de toute façon, c'est utopique, c'est un processus, on n'arrivera jamais à un consensus, tout le monde ne peut pas être d'accord, donc un petit peu, ça ne vaut pas la peine d'aborder cette notion-là. Souvent aussi, on utilise beaucoup un discours très culpabilisant en disant que les gens qui s'opposent sont très égoïstes, individualistes par rapport à tous les grands projets merveilleux qui nous sont parfois proposés. On culpabilise aussi beaucoup avec le discours de « pas dans ma cour », alors qu'il y a sûrement beaucoup de contextes où la notion justement de défense de sa cour est aussi positif. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'endroits où
Ici, on a la chance, quand il y a des projets qui n'ont pas de sens dans notre cours, de pouvoir se lever et de s'exprimer sur la place publique. La vision binaire, culpabilisatrice encore, vous êtes pour le développement, pour les projets, vous êtes contre le développement, contre la richesse, contre les garderies à 7 $. Donc souvent, les positions intermédiaires ne sont pas trop présentes. Donc ça, c'est toutes sortes de simplifications qu'on retrouve beaucoup dans le discours. Et un autre aspect qu'on voit, c'est qu'on oppose souvent, on met en confrontation les mobilisations locales par rapport à des projets, par rapport aux grands intérêts nationaux qu'on a, et ce qui est aussi parfois une simplification assez problématique. Puis je mettais le dernier point, les batailles de sondage ou de quantité de mémoire. L'acceptabilité sociale ne peut pas se limiter à ça, notamment quand on parle des sondages. Il ne suffit pas qu'on ait une majorité de gens qui soient pour ou contre. Il peut y avoir une minorité très faible, mais qui subit une part disproportionnée des impacts. Donc, voilà, ça c'était mon premier préalable. Donc, je vous disais, premier point, un élément clé des décisions publiques. Je vous ai mis quelques sorties récentes des acteurs, notamment, par exemple, dans le discours inaugural de Mme Marois. Ça porte beaucoup sur les hydrocarbures, mais ça nous éclaire aussi pour la question minière, qui disait que le gouvernement était déterminé à exploiter la ressource naturelle qui était le pétrole à partir des pratiques les plus élevées en matière de protection de l'environnement et d'acceptabilité sociale. Donc on voit que c'est quand même des éléments qui prennent une importance extrêmement centrale dans les discours publics. Quand nous produirons du pétrole, ce sera pour enrichir tous les Québécois, y compris les prochaines générations. Par contre, c'est très difficile d'aller trouver quelles sont les balises. C'est quoi les pratiques les plus élevées? Y a-t-il une étude? Y a-t-il, en tout cas, j'ai recherché beaucoup sur les plateformes électorales au sein des ministères. Il y a malheureusement, les fondements de cette approche d'acceptabilité sociale ne sont pas encore précisés. Mais ce sera important qu'on se penche assez vite sur qu'est-ce qu'on met et qu'est-ce qu'on ne met pas dans cette notion. Un autre exemple, avant-hier, sur la sortie du ministre de l'Environnement et du Développement durable sur le BAB générique qui s'en vient sur le gaz de schiste. Donc, exprimant que l'acceptabilité sociale était au cœur de tous les débats et seule la science, la transparence, le respect des intérêts des communautés et l'existence ou non d'un modèle d'affaires viable permettront ou pas que le dossier du gaz de schiste soit socialement acceptable. Donc là, on commence à voir émerger quelques concepts, mais d'une manière générale, l'approche gouvernementale n'est pas extrêmement balisée en matière d'acceptabilité sociale. Après, c'est quelque chose de très complexe, ça peut prendre du temps, mais c'est important à souligner. D'autant qu'on l'utilise maintenant, on parle de seuil d'acceptabilité, c'était le BAB sur le gaz de schiste, encore une fois, sans vraiment clarification de ce qu'on entend par l'acceptabilité. Même chose au niveau du bureau du vérificateur général. Donc, on reconnaît l'enjeu, on le met sur la table, ce qui est quelque chose de positif, mais c'est un débat collectif qui va falloir faire, mais les fondements, les balises vont être à baliser. Au niveau, un autre acteur qui parle beaucoup, qui présente de plus en plus l'acceptabilité sociale comme un facteur important, c'est au niveau du monde des affaires. Je vous ai mis cette étude qui est assez intéressante à aller voir au niveau de Ernst & Young, sur les principaux risques pour les entreprises, pour le milieu d'affaires. Et vous voyez, par exemple, le social license, qui est un des équivalents de l'acceptabilité sociale en anglais, arrive dans les principales préoccupations avec le rôle du gouvernement, le financement collectif des infrastructures. Donc, les questions d'acceptabilité sociale qui sont très présentes, mises de l'avant. De ce côté-là, on voit que l'industrie propose un certain nombre de bonnes pratiques. Donc, dans une approche très managériale, les organisations professionnelles, les consultants, le monde de la recherche en gestion, dont, par exemple, est aussi très loquace là-dessus. On propose un nouveau modèle. C'est une approche beaucoup par outils, bonnes pratiques. Il y a un dialogue intersectoriel qui se fait entre des projets énergétiques, mines, foresterie, immobilier, qui est assez intéressant. Parmi les bonnes pratiques, souvent, ce qu'on retrouve de manière récurrente, c'est une analyse préalable du contexte, une sorte d'étude de faisabilité sociale, la gestion des parties prenantes, quelles sont les bonnes pratiques en termes d'information, de consultation, la communication qui vont être nos porte-paroles, à quel moment ils doivent intervenir, quel est le type d'information qu'il faut donner, de quelle qualité, quelle doit être la culture générale qu'il faut transmettre à nos employés, le leadership des dirigeants. Donc, personnellement, il y a un discours qui est très intéressant, très centré sur les approches, la gestion de projets par les entreprises. Ça permet quand même, on voit des projets qui montent en qualité, on évite les pires pratiques qu'on voyait par le passé. Il y a certains leaders. On a une position moins monolithique de l'industrie, même moi, en intervenant dans le milieu des affaires, en voyant évoluer la perception de l'acceptabilité sociale, on
on commence à dépasser la vision vraiment caricaturale du citoyen pour une approche un petit peu plus ouverte où on commence à lui accorder une certaine place, une certaine reconnaissance comme contributeur au débat. On commence à ouvrir la porte à un certain recul. Après, toutes les approches des consultants de l'industrie ne sont pas aussi avancées, mais il y a quand même un pas positif. Par contre, c'est sûr que ça reste une approche volontaire, donc qui n'est pas contraignante pour l'industrie. C'est beaucoup de la gestion des risques et c'est centré beaucoup sur les communautés locales. Et on va voir que l'acceptabilité sociale dépasse cette sphère locale-là. La littérature académique, je vais passer assez vite sur cet aspect. Il faut savoir qu'il y a peu de recherches spécifiquement, en tout cas, sur la question des mines et de l'acceptabilité sociale, mais il y a d'autres sphères qui ont abordé cette question d'acceptabilité sociale, la foresterie, la gouvernance autochtone, les questions d'aménagement territorial, de développement régional autour de l'éolien ont apporté un certain nombre de balises extrêmement intéressantes sur ces questions, avec aussi, par exemple, l'évaluation environnementale ou encore le champ des relations entreprises-communautés. On voit qu'il y a d'autres champs en émergence qui commencent à regarder ces questions-là. Un des défis, c'est le temps. Ça passe très vite. C'est évidemment comment approfondir ces questions, comment faire un transfert des apprentissages qui sont faits dans ces sphères, dans ces autres secteurs vers nos réalités sur les questions minières, et aussi le dialogue interdisciplinaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, les approches des chercheurs abordent un facteur d'acceptabilité en particulier, un élément du contexte. Ils vont regarder les attitudes individuelles, une autre étude va regarder les processus, les dynamiques communautaires, un autre va regarder les sphères de délibération. Donc, ce qui va être important, c'est d'arriver à rassembler, d'intégrer un petit peu cette recherche qui est fragmentée en perspective plus isolée, si on veut se donner un cadre plus large sur la question d'acceptabilité sociale. Je vous avais mis quelques définitions qui représentent un petit peu la variété des approches. Acceptation anticipée d'un risque. D'autres, vous pouvez les parcourir. Une autre définition de Mme Caron-Malenfant, le résultat d'un processus par lequel les parties concernées construisent ensemble les conditions minimales à mettre en place pour qu'un projet, programme ou politique s'intègre de façon harmonieuse à un moment donné dans son milieu naturel humain. Un autre élément que je trouve important, qui est une approche qu'on a tendance à oublier, c'est que c'est un processus de négociation sociale, donc relié à la capacité collective et communautaire de délibération. Donc ça, c'est un angle d'approche qu'on a tendance à oublier. Je vais passer sur cette dernière définition. Oups, ça sent bien. C'est le dernier point, c'est l'idée que actuellement, les mobilisations citoyennes, les discussions qu'on a autour de l'acceptabilité sociale, c'est un moment de négociation, c'est-à-dire voir aussi ce qu'on peut voir comme des conflits, comme un élément de création sociale. On est dans une transition vers des nouvelles institutions, donc pas toujours le regarder sous un angle négatif, c'est un moment de transition, et il y a toute une recherche intéressante là-dessus. Alors, puis là je vous disais, bon, différents facteurs qui peuvent favoriser l'acceptabilité sociale, malheureusement je ne rentrerai pas dans le détail. Le contexte, un autre aspect important, le niveau de confiance envers l'industrie et nos institutions de manière plus large, les impacts réels, la gouvernance du processus. D'autres éclairages, à part la recherche, ce qu'il faut aussi, c'est qu'on arrive à s'ouvrir et à être à l'écoute d'autres initiatives. J'en nomme seulement une, d'autres initiatives institutionnelles. C'est la démarche de consentement libre, préalable et éclairé que met de l'avant, par exemple, notamment des mouvements autochtones et qui pose des conditions, qui permettent de baliser un petit peu la question d'acceptabilité sociale. Juste, me permettez-vous, j'ai-tu 3 minutes?